Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité en Marche, 10 minutes pour convaincre. Mon invité aujourd'hui est le docteur Yves Jacob. Yves, bonjour et merci de m'accueillir. Bonjour Laurence. Alors, je vais essayer de vous présenter en quelques lignes. Ça va pas être simple, mais on va essayer de faire au mieux. Donc, dès votre plus jeune âge, vous vouliez être chirurgien. Vos rêves, vos loisirs, vos cadeaux d'enfants, vos lectures tournaient autour de la chirurgie. Vous dormiez dans des draps verts, comme en salle d'opération. Vous parcouriez les rues de Thionville pour aller rêver devant les vitrines d'hygiène et médecine et choisir les instruments de chirurgie que vous alliez vous faire offrir pour vos anniversaires. Dès 8 ans, vous assistez donc tous les jeudis à des opérations dans une clinique thionvilloise. Après de brillantes études de médecine et au cours de votre internat, vous vous orientez avec passion vers la microchirurgie, d'abord à Lyon, puis à Paris et enfin en Amérique du Nord, Montréal et San Francisco. Émule des professeurs Jacques Michon et Michel Merle, pionniers mondiaux de la chirurgie de la main, Yves Jacob, vous avez créé le service de la chirurgie de la main au sein de la clinique Claude Bernard à Metz. Expert à la Cour d'appel de Metz depuis 1985, vous l'êtes aussi à la Cour de cassation, la plus haute instance nationale. Vous êtes également membre titulaire de la prestigieuse Académie nationale de chirurgie. Donc avant d'engager notre interview, j'ai quelque chose à vous montrer. Vous allez me donner votre avis. Yves Jacob, que vous inspire cette photo ? Cette photo me renvoie loin derrière moi puisque j'avais 6 ans sur cette photo. J'avais déjà une blouse qui m'avait été cousue par ma grand-mère et puis j'opérais mon ours en peluche en mettant des morceaux de viande devant pour que ça fasse plus vrai avec les instruments que j'avais achetés. Et on voit le soupirail de notre cave, de notre maison familiale, où j'avais installé une vraie salle d'opération à partir de l'âge de 8 ans. Et là, j'opérais des animaux avec des amis qui venaient m'assister et qui ont choisi d'autres voies que la mienne. Incroyable. Donc, avant d'engager cette interview depuis le départ pour entrer dans le vif du sujet, je demande à mes invités en fait de choisir le lieu où ils veulent que cet échange ait lieu. Nous sommes dans un bloc opératoire. Je pense que c'est une évidence pour vous, Yves. Oui, bien sûr. Les salles d'opération, j'ai passé l'essentiel de ma vie. Elles m'ont apporté tellement. Vous avez fait référence à mon enfance. J'ai choisi ça aussi parce que ça me renvoie là aussi en arrière. Quand j'étais gamin, qu'on partait en vacances avec mes parents, dès qu'on arrivait quelque part, je sautais de la voiture et j'essayais de repérer l'hôpital, promener dans les couloirs pour essayer d'apercevoir les salles d'opération. Donc, et en plus, la salle d'opération est un paradoxe dans mon métier parce que je fais un métier qui est extrêmement, on est très solitaire dans les décisions et ce qu'on fait. Et cette salle d'opération témoigne du fait que on fait un métier solitaire, mais on a besoin des autres, c'est-à-dire que c'est un métier solitaire qui ne peut que se concevoir qu'en équipe. Et donc, j'ai aussi une pensée pour les équipes avec lesquelles je travaille depuis tant d'années. Très bien. Alors, pourquoi avoir opté pour la chirurgie de la main spécifiquement ? Alors, c'était pas mon choix initial. Je souhaitais faire de la chirurgie pédiatrique. C'était vraiment ma vocation initiale. Et vous avez fait référence à mon parcours en microchirurgie. Et en fait, on a su que j'avais une formation qui était un peu novatrice en microchirurgie. Et donc, l'équipe à l'époque, c'était Don Martin Létoul, m'a quelque part recruté à mon retour d'Amérique du Nord parce qu'on n'était pas très nombreux à avoir acquis l'expérience de ces techniques. Et à partir de là, je me suis passionné pour la chirurgie de la main. C'est passionnant parce qu'au niveau de la main, toutes les pathologies s'expriment, traumatiques, congénitales, dégénératives, tumorales. Et puis, c'est une chirurgie de vérité. C'est-à-dire que c'est une chirurgie fonctionnelle. On voit le résultat. Donc, on ne peut pas tricher dans cette chirurgie. Et voilà, elle associe l'orthopédie, la plastique. Donc, c'est riche. C'est très satisfaisant. Donc, il y a 42 ans, on le disait au départ de cette interview, vous créez le service de la chirurgie de la main à la clinique Claude Bernard à Metz. On peut le dire, hein, vous étiez un vrai précurseur. Racontez-nous un petit peu ces débuts.
Alors, j'étais pas vraiment un précurseur en chirurgie de la main. Par contre, j'ai eu de la chance de travailler avec des précurseurs, notamment le professeur Michon, dont Martin Letoul, Guy Fouché, et puis à San Francisco, Harry Bunke, les premiers transferts microchirurgicaux. Par contre, j'étais un précurseur sur la prise en charge de ces patients. Quand je suis arrivé à Metz, on opérait les canaux carpiens, mais on les hospitalisait une semaine. Donc j'ai introduit la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire la chirurgie en une journée, et je crois que ça a eu une certaine valeur pédagogique, puisque les différents hôpitaux ont fini par aussi réduire l'hospitalisation et suivre. Voilà, donc j'ai sûrement apporté sous cet angle-là quelque chose à Metz. Très certainement. La chirurgie de la main, donc on peut le dire, a considérablement progressé. Est-ce que vous pensez qu'on est au bout de cette évolution, qu'on a fait le tour de la question? Non, d'abord je fais un métier qui est exceptionnel par le fait qu'il se renouvelle tous les 7-8 ans. Donc on ne fait plus les mêmes opérations, on en fait d'autres. Concernant la chirurgie de la main, puisqu'on a parlé de microchirurgie, la microchirurgie a apporté une étape fondamentale, notamment concernant les urgences, c'est-à-dire qu'avec la microchirurgie, on a été capable de réparer des structures sous microscope qui ont 1 ou 2 mm de diamètre, et donc de réimplanter des membres ou des segments de membres qui ont été amputés. Ensuite, elles nous ont permis de reconstruire, c'est-à-dire qu'on a été en capacité, par exemple, d'aller prendre un orteil et le greffer sur une main d'enfant qui était née sans doigt. Donc on faisait des choses qui étaient vraiment très novatrices. Et puis ensuite, il y a une étape plus récente qui a été la chirurgie. On a évolué vers une chirurgie plus fonctionnelle, des exigences fonctionnelles des patients. Donc on s'est mis à réparer des lésions ligamentaires à la suite d'accidents sportifs, de traumatismes qu'on n'opérait pas avant. Et puis maintenant, il y a une grande exigence sur les conséquences, par exemple, d'une arthrose. Donc l'évolution s'est faite vers la mise en place d'implants, de prothèses. Nous mettons quotidiennement des prothèses au niveau de ses mains. Ça, c'était les étapes. La prochaine étape, je pense, elle va complètement bouleverser la chirurgie. On y est déjà, on ne le fait pas au quotidien. Ça va être la chirurgie régénérative avec les cellules souches. C'est-à-dire, on a déjà le moyen de le faire, c'est pas encore en pratique, c'est-à-dire que quelqu'un qui aura une arthrose débutante, on lui injectera sous échographie des cellules souches qui vont régénérer les cartilages, et dans quelques années, on ne mettra plus de prothèses parce qu'on aura réussi à faire régénérer les cartilages. Voilà. Et on est à la veille de pouvoir faire ça au quotidien. C'est impressionnant. En parallèle de cette activité qu'on peut dire intense, hein, comme vous la décrivez, cette activité chirurgicale, vous exercez des fonctions d'expert. Quel est l'impact aujourd'hui de l'expertise dans le monde médical? Alors oui, effectivement, c'est devenu une grande partie de mon activité. Vous avez rappelé que je suis expert à la Cour d'appel de Metz depuis 1985. Je le suis aussi à la Cour supérieure de justice de Luxembourg, à la Cour administrative d'appel de Nancy, et chacune gère des juridictions différentes, et puis à la Cour de cassation. Permettez-moi juste de dire un mot à ce stade, combien je suis reconnaissant aux magistrats, aux procureurs et aux présidents des cours d'appel de Metz et du tribunal qui m'ont soutenu, qui m'ont proposé ma candidature à la Cour de cassation. J'étais à l'époque le premier messin, voilà, et notamment Claude Chevalier, Caroline Schopp, qui m'ont soutenu et encouragé. L'expertise est importante, elle est importante pour les médecins, mais elle est importante surtout pour la population, puisqu'elle met à disposition des techniciens de référence qui sont en capacité de comprendre ce qui s'est passé dans leur affaire et puis d'en tirer un certain nombre de conclusions. Pour les chirurgiens, c'est très important, pour les médecins, c'est qu'on ait actuellement des experts qui sont de leur spécialité pour pouvoir effectivement être plus efficaces. Donc, l'expert est quelqu'un qui doit être compétent et indépendant. Concernant pour le chirurgien lui-même, c'est un plus indiscutable. Moi, j'ai vraiment modifié toute ma pratique depuis ma pratique de l'expertise, et c'est un exercice qui est passionnant pour deux raisons. La première, c'est que vous devez produire un rapport qui soit indiscutable sur le plan scientifique, mais compréhensible pour un non-médecin, les magistrats, les avocats. Et deuxièmement, ça vous remet en question, parce que vous devez avoir une objectivité par rapport à votre propre pratique. C'est-à-dire, quand vous jugez quelque chose, vous l'appréciez, il faut savoir prendre du recul par rapport à votre propre base de données. Donc c'est passionnant.
Donc vous siégez, vous le disiez aussi, parmi les 100 membres titulaires de l'Académie nationale de chirurgie. Que vous procure en fait cet engagement au plus haut niveau? D'abord, énormément de fierté, beaucoup d'émotions à chaque fois, même Même en reparlant en le maintenant. disant. Genre, quand j'ai fait mon discours de réception à l'Académie de chirurgie, je l'ai dédié à l'enfant de 6 ans que j'étais. Je trouvais que j'avais une chance incroyable d'avoir eu envie de faire ce métier. C'est une chance dans une vie quand un enfant a envie de faire quelque chose et pouvoir faire ce parcours et finalement le terminer quelque part à l'Académie de chirurgie. Donc c'est une énorme fierté et je me sens une certaine responsabilité aussi lorsque je siège à l'Académie d'être digne de représenter D'être là. ce que je suis. Alors, toute autre chose, à l'heure de l'intelligence artificielle, on peut se poser la question, que peut apporter l'IA, alors autant dans l'univers chirurgical que dans le monde de l'expertise, puisque vous êtes dans les deux? Alors, dans le monde médical, on commence à savoir un peu ce que va nous apporter. On l'utilise déjà, à la fois dans la précision des diagnostics, la pertinence des analyses de certaines tumeurs, de certains examens. Voilà. Moi, je m'y suis intéressé sous l'angle, je suis le vice-président des experts à la Cour de cassation nationaux et je préside la commission santé à la Cour de cassation. Donc, je me suis intéressé pour différentes raisons à ce que pouvait apporter l'expertise, l'intelligence artificielle. Et c'est très intéressant, c'est un travail en fait, je réunis cette commission tous les mois, on y travaille depuis quelques temps, et on s'est rendu compte que finalement, oui, elle pouvait apporter beaucoup, mais finalement, elle ne remplacera pas l'expertise pour une seule raison, c'est qu'il manque l'humain. Et rien ne remplace l'écoute du patient qu'on a en face de nous, l'examen clinique, etc. Donc oui, ça apporte quelque chose, mais ça a ses limites. Et d'ailleurs, comme l'année dernière, j'avais fait un grand colloque à la Cour de cassation sur les menaces sur la santé. Donc il y avait le premier président, le procureur général, qui ont fait une partie de leur parcours à Metz. Et le prochain colloque que j'organiserai concernera l'apport de l'intelligence artificielle pour les experts judiciaires. Très bien. Alors, pour conclure, parce que ça passe vite et on va déjà devoir conclure malheureusement, sous le sceau de la confidence, bon, on est entre nous là, comme si on était un peu dans notre salon, même si on est dans votre bloc opératoire, je vais vous demander de me dévoiler un secret, quelque chose que vous n'avez jamais révélé ailleurs. J'aimerais. Quel est le vôtre, Yves Jacob? Un secret, je ne sais pas, on a peut-être tous une part d'ombre. Ce que je peux peut-être vous dévoiler, c'est un jardin secret que j'ai. Voilà, parce que je suis à la veille de cette échéance. Depuis 1989, tous les 4 ans, je vais assister au concours Anne-Elisabeth de piano. J'aime le piano, mais j'aime surtout cet événement. Pourquoi? Parce que vous avez, j'assiste pendant 8 jours, tous les soirs au final, vous avez tout ce qui compte parmi les jeunes pianistes au monde, ils sont tous à un niveau absolument exceptionnel, vous ne pouvez pas les juger, et pourtant un soir, et on ne se trompe jamais, vous dites c'est celui-là qui va gagner. Et ce qui est formidable et ce qui apporte toute cette émotion, c'est que vous êtes face à des gens qui ont fait un travail inouï, qui sont tous au même niveau, et un soir vous êtes en état de grâce. Et ça, c'est extrêmement important parce que je suis quelqu'un qui attache beaucoup d'importance au travail, mais aussi au supplément d'âme qu'on peut apporter. Et ce supplément d'âme fait que ce soir-là, il y a un premier, tous les autres sont des deuxièmes. Et je pense que dans nos pratiques professionnelles, notamment quand on fait un métier comme le mien qui est face à des patients, eh bien, ce côté d'apporter un petit supplément d'âme dans l'acte technique, c'est important. Ah, ça a toute son importance, c'est évident. Alors, comme chacun de mes invités, Yves, je vais vous proposer d'aller apposer un petit mot sur la tablette d'or de La Vérité en Marche. Alors, ça doit être un mot qui incarne peut-être le mieux votre passion pour votre métier ou alors votre humanité dans un monde, on peut le dire aujourd'hui, qui est de plus en plus individualiste. Je vais vous le demander un peu en avance parce que vous avez éveillé ma curiosité. Quel est ce mot, Yves Jacob? Alors, peut-être le mot qui me vient le plus à l'esprit, c'est le mot confiance. Moi, j'ai toujours été touché dans ma pratique par la confiance que nous faisaient les patients qui se fient à notre diagnostic, qui acceptent d'être endormis, de se soumettre à nous. Et je pense que
cette confiance, on est le dépositaire de la confiance d'autrui dans mon métier. Et c'est sans doute peut-être un des sommets de la confiance, l'acte chirurgical, de la confiance qui lie deux personnes. Et ceci engage notre responsabilité, mais cette responsabilité, elle est réciproque. C'est-à-dire qu'il faut que le patient ait confiance dans son chirurgien, mais il faut aussi que le chirurgien ait confiance dans son patient. Donc c'est ce mot que je choisirais. Alors on va aller la poser sur la tablette de La Vérité en Marche. Je vous remercie, Dr Jacob, pour ce moment, vraiment. Moi, je vous dis à samedi prochain avec un nouvel invité. Passez un très bon week-end. Et d'ici là, d'un bloc opératoire, je vous le dis du fond du cœur, prenez bien soin de vous. Bye bye. Merci.